Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie de parler avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème assez particulier qui est celui des personnes toxiques. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram et dans ma newsletter, vous savez que j'avais un petit peu fait un appel au témoignage pour parler de ce sujet qui on entend un petit peu de tout à ce propos, des choses très exagérées, des choses au contraire, parfois on n'en parle pas assez, ou alors on catalogue très vite les gens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette thématique des pervers narcissiques. C'est vraiment un mot qui est revenu à la mode, on va dire, dans les dernières années. Et j'ai été contactée par, bon, on vous racontera dans un autre podcast avec une autre Marie, qui ne sera pas la même. Mais bon, bref, j'ai été amenée donc à être mise en contact avec d'autres personnes qui étaient victimes de profils toxiques. Et donc, ça m'a donné envie de faire tout un travail un petit peu à la fois de témoignage, mais surtout de prévention et d'éducation par rapport à tous ces profils toxiques. Alors, on ne va pas parler de pervers narcissiques dans ce podcast. On va employer un terme plus large, oui, plus général, plus large, qui sera le terme de personnes toxiques. Ça peut être des personnes manipulatrices, ça peut être effectivement des pervers narcissiques, ça peut être pas mal de choses. En tout cas, on va dire de façon générale les comportements qui sont mauvais, qui vous font culpabiliser, qui vous traitent mal, etc. Sans justification, évidemment. Ni Marie ni moi qui vous parlons aujourd'hui ne sommes psychologues ni psychiatres. Ceci étant dit, parce que ça fait partie de toutes les choses qu'on peut entendre. En gros, il y a tellement de personnes qui parlent des pervers narcissiques qu'en fait, il n'y a plus de pervers narcissiques et c'est idiot de dire ça et non, 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 il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ou alors ceux qui en voient partout, au contraire. Ceux qui disent qu'il faut absolument être psychologue ou psychiatre ou avoir diagnostiqué la personne officiellement pour pouvoir dire que c'est une personne toxique. Je rappelle que ce sont des personnes qui font énormément de mal, qui peuvent mettre en l'air des vies, qui peuvent pousser au suicide. Ce sont vraiment des comportements extrêmement graves et c'est pas parce que la personne n'a pas été diagnostiquée officiellement qu'on n'a pas le droit d'identifier qu'elle a eu un comportement toxique, quelle que soit l'étiquette qu'on a envie de mettre dessus. Donc c'est le rappel que je voulais faire. Et nous, on va parler par rapport à notre expérience, ce qu'on a pu voir et entendre, nous vraiment, enfin Marie et moi, chacune dans notre vie, mais aussi par rapport à d'autres personnes qui sont venues nous parler, témoigner de certaines choses. Donc on a pu, le but du podcast n'est pas du tout de critiquer les pervers narcissiques, de faire tout un sujet là-dessus, c'est vraiment plus un sujet de prévention et d'éducation, de montrer comment ils fonctionnent, quels sont les signaux qui doivent nous alarmer chez certaines personnes, quels sont les comportements que l'on ne doit absolument pas accepter dans une vie, les choses qui ne sont pas normales, comment mettre des limites et surtout comment repérer si nous sommes nous-mêmes un profil qui est potentiellement qui peut tomber dans les pièges de ces personnes manipulatrices. En général, ce sont toujours les mêmes profils qui tombent entre les mains de personnes toxiques, de personnes manipulatrices. Donc, on va parler voilà, de quels sont ces profils, comment se prémunir et ne pas tomber dans les pièges des personnes toxiques et comment, peut-être au niveau de l'éducation aussi, par rapport aux enfants, comment éduquer nos filles notamment, mais pourquoi pas aussi nos garçons, pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges de ces personnes toxiques. Voilà, je voulais juste faire un rappel, mais je veux pas être trop longue, donc je compte sur votre bon sens, sur le recul que vous pourrez avoir en écoutant ce podcast. On n'est pas psy, je l'ai déjà dit. Pour autant, notre voix, je pense, peut quand même avoir du poids. Et peu importe l'étiquette qu'on met sur ces personnes-là, justement, ne mettons pas d'étiquette trop hâtivement. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui ne répond pas à tous mes caprices ou à tout ce que je demande. C'est pas parce que quelqu'un va me contredire sur un point que, ouh là là, lui c'est un PN, faut surtout plus que je lui parle, quelle horreur. Donc on ne colle pas d'étiquette trop vite, mais on essaie juste d'identifier des comportements qui tout simplement ne sont pas acceptables. Après, les personnes qui ont ces comportements, ça ne veut pas dire qu'elles sont foncièrement mauvaises et qu'elles ne sont capables que de faire du mal. Il y en a, oui, mais il y a des profils, c'est juste, voilà, ils font des petites ou grosses manipulations, c'est comme ça. On n'est pas obligé de les juger ou de les condamner à l'enfer pour autant. C'est simplement que, voilà, on peut s'éloigner de ces personnes-là et essayer d'identifier les comportements que l'on n'accepte plus. Voilà pour cette longue introduction. Et puis, peut-être Marie, pour commencer,
on va dire rapidement faire un portrait, alors pas un portrait robot parce qu'il existe tellement de possibilités, de manières d'être toxique, mais un petit peu comment une personne qui veut vous mettre sous emprise ou qui veut vous manipuler, un peu qu'est-ce qu'elle va faire en général. Et puis après, on passera aux red flags, enfin aux signaux d'alarme qui doivent nous alerter si jamais on voit ces choses-là chez une personne, mais un peu comment justement ne pas se... Comment identifier un petit peu les mécanismes des personnes toxiques. D'accord. Et puis simplement, j'ajouterais juste une chose, parce que pourquoi on parle de ça aussi? Parce qu'en effet, ce sont des comportements qui peuvent enfin, vraiment causer du tort et mener les victimes de ces profils-là très loin dans des choses assez noires, dans des idées franchement noires, voire suicidaires, malheureusement. Et en fait, ce qui est intéressant dans le fait d'en parler, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, c'est malgré tout toujours les mêmes mécanismes intellectuels qui sont utilisés. Et Mm. donc, ça vaut le coup, je pense, d'identifier quelques red flags pour se dire à un moment donné, quand on sent qu'une énergie nous épuise et il nous vide de notre énergie, plutôt, parce qu'en général, quand on est victime de ces gens toxiques, c'est qu'on a un profil, on a tendance à beaucoup se remettre en question, à beaucoup gamberger sur ce qu'on a pu faire, les raisons de ci ou ça. Et ben, au lieu de tourner en rond dans notre tête à nous culpabiliser, essayer de faire un bilan très factuel des actions posées par la personne en face et se dire est-ce que je suis dans une relation qui est saine en fait en ce moment? Et ça permet d'avoir des points complètement objectifs qui dépendent pas du tout de nous et qui nous permettent de nous dire en fait là il y a un truc qui va pas et le problème ne vient pas de moi. C'est un peu l'objectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, Surtout que... Oui, non, pardon, je veux allez-y, juste pardon. préciser une toute petite chose, que les profils dont on parle, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine bah, du couple, hein, du conjoint, d'une sœur, d'un frère, d'un collègue, d'un ami, enfin ça peut être dans plusieurs contextes possibles. Ne vous arrêtez, enfin comment dire, mettre des limites aux gens, c'est mettre aussi des limites aux gens qu'on aime et que voilà, même si c'est votre père, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a un comportement toxique avec vous eh bien, ne pas hésiter à mettre quand même des limites. Ça va peut-être être plus difficile parce qu'il y a les liens de sang, les liens d'affection, etc. Mais en tout cas, ça peut être partout. Oui, complètement. Pour l'avoir expérimenté dans différentes sphères de ma vie, je confirme que ça peut être partout et que Mm. pour autant, en fait, les mécanismes sont toujours les mêmes. C'est ce qui Mm. permet, au bout d'un moment, quand on en prend conscience, de les repérer et de ne plus se laisser, en fait, abuser. Ça, c'est vraiment l'intérêt de ces discussions. Et surtout aussi, je rappelle juste une chose, c'est que souvent, quand on se laisse, comment dire, dévoré par ce type de personnes, c'est parce qu'on a pris très tôt dans sa vie des habitudes relationnelles en fait qui sont pas forcément saines pour soi. Et ça, évidemment, on se rend compte assez tard, mais très souvent, en fait, c'est pour ça qu'on pourra en reparler sur les aspects profil de victime et puis éducation des enfants. C'est qu'en général, très tôt dans notre vie, on a eu l'habitude en fait de laisser les personnes prendre le pas sur nous et potentiellement nous abuser un peu. Je parle pas d'abus physique là, mais je parle vraiment de l'aspect psychologique. Donc c'est voilà, c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant. Bon. Bon, en tout cas, pour ce qui est du profil, si on peut dire, ou en tout cas des red flags et des points d'attention. Déjà, tout d'abord, il faut bien prendre conscience que, en général, ces gens-là toxiques, pour pouvoir abuser de la relation et qu'en fait vous l'utilisez, parce qu'une personne toxique, c'est quelqu'un qui a un rapport à la relation qui est vraiment utilitaire, qui est là pour son propre intérêt, qui en fait fait peu de cas hein, des conséquences qui auront lieu sur vous. Eh ben, en général, il y a d'abord une étape de séduction. Si c'est pas déjà quelqu'un de votre famille ou votre mari ou une amie, s'il n'y a pas déjà une relation affective en place, la personne va la mettre en place. Par exemple, même dans un cadre professionnel, cette personne toxique va forcément passer par une phase de séduction où elle va vous charmer en identifiant de manière assez juste ce qui vous touche et ce qui compte pour vous. Par exemple, le socle de valeur qui est le vôtre. Elle peut même vous interroger sur ce qui compte pour vous dans la vie, sur... Elle va complètement essayer de comprendre les choses qui vont vous toucher et potentiellement vous ébranler. D'ailleurs, c'est ça qui nous séduit, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous, il y a quelqu'un qui veut vraiment comprendre qui on est, peut-être s'intéresse
à nos difficultés. Et là, et d'ailleurs positivement, enfin, je veux dire, c'est une personne qui est là pour nous aider et voir, ah, ma pauvre, personne ne prend soin de toi sur tel ou tel sujet, ou personne s'enquiert de savoir si, zut, ça serait pas trop dur pour toi, mais t'inquiète pas, moi je suis là, etc. Donc c'est vraiment sous couvert de gentillesse. Et en général, bah, on Complètement. se sent, comment dire, on sent que quelqu'un s'intéresse à nous. Et souvent, c'est sur des failles, en fait. Donc, ça va être Complètement. Ouais. les autres, la plupart des gens ne s'intéressent pas à ces choses-là. Donc là, on va se dire, ah mais génial, enfin quelqu'un qui voit ou qui comprend telle ou telle épreuve que j'ai vécue, ou voilà. Et c'est vrai que ça donne tout de suite l'impression d'être unique et d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui nous comprend, quoi. Ouais, c'est ça. On va être, on va se sentir compris. On aura l'impression d'être presque avec une âme sœur, en fait. Il y aura quelque chose un peu comme ça. Mm. Et en fait, poursuivre cette phase de séduction, en fait, la personne vous fait sentir, et même je pense d'ailleurs dans les relations familiales, c'est quelqu'un qui vous fait sentir qu'il a besoin de vous et qui va trouver un moyen pour susciter votre empathie en vous racontant une histoire à son sujet, qui peut être complètement fausse d'ailleurs, hein. Ça peut être un problème de santé qui va s'inventer, ou qui peut être vrai, hein, mais qui va utiliser pour vraiment vous apitoyer sur son sort et et qui va faire en sorte que il va réussir à vous attacher à lui. Donc c'est là qu'on peut peut-être parler d'un phénomène d'emprise dans certains cas, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir une espèce de pitié et d'empathie très forte pour cette personne, parce que elle vous aura aussi raconté, en plus de cette sympathie qu'elle aura mise en place, elle va vous raconter des choses qui vont vous montrer qu'elle est une victime de quelqu'un, victime d'un ancien employeur, d'un conjoint. Enfin voilà, elle va s'arranger pour que vous ayez une forme de vraiment de pitié, d'empathie et une envie de prendre soin d'elle en fait. Voilà. Elle Et c'est va un peu personne, s'attacher. personne ne l'aime, c'est une victime, personne ne l'aime, mais vous êtes l'unique qui pouvait comprendre. C'est ça aussi qui nous donne un peu l'impression d'être dans une mission, quoi. On se dit, enfin, en tout cas, moi, avec les personnes avec qui j'ai vécu ça, c'était souvent ça, c'était personne ne m'aime, personne ne me comprend, toi, Thérèse, t'es vraiment la seule, etc. Donc, on a l'impression d'être unique et d'être la seule personne sur laquelle la personne toxique peut compter. Ouais. Et donc, ça nous Je donne compte sur encore plus cet vous. attachement. Mm. Complètement, je compte sur vous et ça veut dire que là, la relation va être verrouillée en fait. À ce Mm. moment-là, il y a cette sympathie, il y a une espèce de symbiose, un attachement qui est très fort et une pitié, une envie de sauver la personne, cette sensation d'être la seule personne pouvant lui venir en aide sur des choses. Et donc là, la relation est verrouillée. Faut vraiment. Mais ça, on s'en rend pas forcément compte quand on n'est qu'à ce stade-là. Après, pourtant, au cours de la relation, en général, il y a des choses qu'on peut observer. Donc différentes, comment dire, différents repères, je pense qu'ils sont quand même relativement objectifs. Tout d'abord, si on est attentif au rictus du visage, moi je sais que c'est quelque chose auquel mais souvent on peut ressentir un malaise en voyant quelqu'un parler, ça peut arriver parce qu'on voit que sur son visage, c'est pas cohérent avec les messages qu'elle essaie de véhiculer. Donc on peut observer une dichotomie entre le visage et le message exprimé verbalement par la personne. Ça peut arriver au cours de conversations. On ressort d'une conversation avec un petit malaise parce que bon, la personne a voulu vous exprimer quelque chose censé susciter, je sais pas, votre consolation, votre intérêt, votre pitié, peu importe, mais vous détectez sur son visage une incohérence, il y a des rictus, il y a des choses qui font que, en ressortant de là, vous ressentez un truc un peu bizarre. Et, euh, et potentiellement, la personne, 2 minutes après vous avoir un peu apitoyé sur son sort, ressort en pleine forme et parle aux autres autour comme si elle était absolument pas affectée par quoi que ce soit. Donc ça, cette espèce de dichotomie, expression du visage et message verbalisé, c'est quelque chose, si on est attentif, qu'on peut voir de manière régulière. Pour moi, Mm. c'est vraiment un petit... Ensuite, il y a une inconsistance chez ces gens-là. C'est vraiment des gens qui sont capables de défendre toutes les thèses, qui changent de récit selon leur interlocuteur. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a aucune colonne vertébrale en général. Selon leur interlocuteur, ils vont changer le récit. Par exemple, ce qu'ils vous auront raconté sur leur passé, sur leur relation ou quoi que ce soit, ils peuvent raconter toute autre chose à d'autres interlocuteurs, mais même en votre présence, hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous interpeller parce que, pourrez-vous dire quand même, c'est bizarre, cette tendance, ce changement de récit, c'est pas cohérent, c'est pas consistant. Donc ça donne déjà quelqu'un, voilà, d'un peu, je sais pas comment dire, mais d'un peu fibreux, quoi. C'est pas net, en Et c'est fait. vrai que quand on vous le dit comme ça peut paraître très clair. On peut se dire, non, mais attends, quelqu'un quand même qui ment devant toi ou qui est incohérent.
c'est un énorme signal d'alarme, pourquoi on tombe dans le piège et tout. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont tellement séduisantes et qui savent tellement vous embobiner et qui ont déjà verrouillé la relation en quelque sorte. Comme vous disiez, c'est déjà, elles se font plaindre ou alors elles sont très charismatiques. Enfin, vous êtes déjà un petit peu séduite finalement, même s'il n'y a pas de rapport de couple ou d'amour, hein, mais je veux dire, vous êtes séduite par cette personne. Et donc, forcément, vous allez peut-être avoir plus de mal à détecter ce genre de choses qui peuvent paraître évidents quand on en parle là, ou alors quand on sort de la relation, on peut se demander, mais comment j'ai fait pour tomber dans des pièges si gros? Mais finalement, quand on est dedans, on s'en rend moins compte. Non, et puis en plus, ce qui se passe, c'est que même si ça se passe devant vous, vous observez ces mensonges-là, mais vous avez une telle tendresse pour la personne qu'en fait, votre réaction à ce moment-là, ça peut être tout simplement de vous dire, bah oui, je comprends, elle n'a pas voulu raconter la vérité complètement parce que c'était trop humiliant pour elle ou trop difficile à admettre devant telle ou telle personne, donc elle a préféré raconter autre chose. Ça peut être ça aussi. Je pense Exactement. que c'est sûr. Mm. Il y a vraiment une grande tendresse et une espèce d'instinct de protection que vous avez pour la personne. Mais n'empêche que la répétition de cette inconsistance dans ces histoires et dans ces récits, ça, c'est quelque chose qui doit faire tilt. Et le mensonge, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi par ces gens-là dans des petites choses. Parce que bon, ça peut arriver à quelqu'un de mentir vraiment sur quelque chose pour ne pas avoir honte ou éviter un malaise ou quoi. Mais là, c'est un mensonge dans des toutes petites choses. Par exemple, dans des dates, dans l'ordre des choses. En fait, c'est de manière à vous laisser penser que votre mémoire vous fait défaut. Et c'est-à-dire que vous arrivez dans une conversation et cette personne est capable de vous dire mais si c'est ce qu'on s'était dit, tu te rappelles, on s'était mis d'accord là-dessus. Et vous, vous êtes complètement confus parce que vous vous souvenez pas du tout que vous vous étiez dit ça, vous aviez en tête complètement autre chose. Que ce soit dans la vie professionnelle, par exemple, où il y a une consigne comme par hasard qui change, ou un, même quelque chose qui a été dit devant une tierce personne qui était très clair pour vous, et là d'un coup la personne vous dit mais non, mais on s'était dit ça comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout le souvenir que vous en avez. Et pourquoi Et on tombe dans ça, le piège? Parce que, en fait, justement, nous, quand c'est des personnes, en général, les victimes de ces personnes-là sont des profils vraiment hyper gentils et qui se remettent en question en premier, ce qui est d'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose, hein, de savoir aussi se remettre en question, dire qu'on s'est trompé, etc. Mais comme on va avoir cette tendance-là, eh bien, quelqu'un qui va vous dire ce genre de choses, mais si, rappelle-toi, on s'était dit ça, bah, en fait, on va préférer se dire, bah oui, en fait, c'est moi qui dois me tromper. Enfin, parfois, on préfère se remettre soi-même en question parce que l'autre en face a l'air tellement sûr de lui. Et c'est des personnes aussi qui parfois, alors vous dites parfois mentent sur des petites choses, mais parfois mentent sur des choses mais tellement grosses, mais avec tellement d'assurance que vous allez oui, avoir un arbre devant vous, ils vont vous dire c'est une voiture, mais en fait ils sont tellement sûrs d'eux et tellement qu'en fait bah on arrive, on sait même plus quoi répondre en face et on a presque l'impression, enfin on n'arrive plus à identifier presque que c'est un mensonge quoi. c'est ça, il y a une espèce de, on est interdit, on est un peu comme Oui. paralysé. Et on ressort de là avec les idées confuses. Et justement, ce qui peut alerter, donc dans ce type de, si vous vous retrouvez un jour dans ce type de relation, c'est l'état de confusion dans lequel vous allez vous installer progressivement. Parce que ça n'arrive pas qu'une fois, hein. C'est une technique qui est utilisée par ce type de profil très souvent, en fait. Et comme de toute façon, il y a un moment donné où quand la personne est vraiment toxique, en fait, elle se nourrit en fait du malaise de l'autre, elle se nourrit de sa fragilité. Donc, elle va employer ces techniques régulièrement. Et à un moment donné, vous allez être dans une telle confusion, vous allez avoir une fatigue intellectuelle, vous allez finir par vous dire, mais qu'est-ce que, enfin, je perds complètement la mémoire, je comprends plus rien. Et même par exemple, si vous voulez engager une conversation importante sur un sujet avec cette personne, vous pouvez entrer dans la pièce avec un argumentaire bien construit, des éléments très factuels. Vous ressortez de là, vous avez l'impression, en fait, l'autre évidemment n'a aucune capacité à remettre en question, hein. Ça, c'est vraiment très important. Ce sont des personnes qui ne se remettent absolument pas en question. Et vous vous ressortez du rendez-vous en quasiment en vous excusant, en vous sentant coupable et en étant convaincu qu'en fait, vous vous êtes trompé et que tous les faits que vous aviez en tête étaient infondés, quoi. C'était Hmm. donc ça se repère aussi comment dire, quand les choses se répètent parce que quand ça arrive une fois, on se dit bon, on trouve un peu bizarre, mais quand ça commence à se répéter et qu'on est dans cette confusion et cette fatigue intellectuelle, je pense que là, ça doit faire tilt. D'ailleurs, j'en Et en, profite pour faire une toute petite parenthèse, mais tous les red flags, un peu, enfin les signaux d'alarme qu'on est en train de vous donner, j'en parlais un petit peu en introduction, mais
Ça ne sert à rien de cataloguer quelqu'un directement. Je sais pas, quelqu'un qui vous ment, par exemple, une fois, bon, tout de suite en dire, ah bah lui c'est un PN, forcément, non, pas du tout. Mais par contre, quand il y a plusieurs choses enfin plusieurs signaux en même temps qui se regroupent, que d'un coup, voilà, ça se produit une fois, ça se produit deux fois, ça se produit trois fois, il y a plusieurs choses différentes, etc. En tout cas, comment dire, tout ce qu'on est en train de d'énumérer, pardon, même si ça n'arrive qu'une fois, ça doit au moins tout de suite vous faire tilt et vous faire allumer, entre guillemets, toutes vos alarmes. Et pour vous dire, bah, c'est pas forcément une personne qui est toxique. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des personnes hein, que une fois dans une relation, il y a quelque chose, bah, vu ce que j'ai vécu dans le passé, ah, moi, il y a des choses que je n'admets plus et auxquelles je fais très attention. Ça ne veut pas dire que tout de suite, je vais couper les ponts avec la personne et dire, ouh là là, elle est perverse, elle est toxique ou je ne sais quoi. Par contre, ça allume la petite alarme dans ma tête. Et si pour le coup, je vois que ça se reproduit, là, à la limite, j'agirai en conséquence. Mais une fois comme ça, non. Mais par contre, ça allume quand même la petite alarme. C'est ça. Et peut-être, quand on voit que c'est arrivé une fois, arriver à prendre un petit peu de distance lors de la prochaine interaction, du prochain rendez-vous, que ce soit si c'est dans le cadre du bureau, par exemple, enfin, arriver à prendre un petit peu plus de distance et du coup se préparer à reformuler les choses. Par exemple, si vous arrivez dans un rendez-vous, que la personne reformule systématiquement à sa sauce tout ce que vous venez de dire, ne pas hésiter à prendre 2 secondes pour respirer et dire non, en fait, ce n'est pas ce que je suis venu vous dire, ce n'est pas ce que je viens de vous dire, et reformuler. Voilà, si je pense que ça peut être. Et par ailleurs, voilà, quelque chose de très caractéristique aussi, c'est le souffle du chaud et du froid. C'est une relation en général, quand vous êtes enfin, avec quelqu'un de toxique sur une relation durable, c'est c'est une relation très irrégulière en fait. De temps en temps, elle va vous encenser, vous offrir des cadeaux, vous faire comprendre à quel point elle vous aime, à quel point vous êtes une personne pleine de qualité. Et puis du jour au lendemain, elle va être extrêmement froide, très distante, vous casser tous les quarts de seconde en faisant des commentaires très désagréables, que ce soit sur votre apparence physique, sur vos performances au bureau ou sur les services que vous avez plus ou moins rendus. Enfin, c'est vraiment très 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 irrégulier. Et, euh, et c'est là aussi que ça doit faire tilt, parce que moi, c'est déjà ce que j'explique à mes enfants, à ma fille notamment de bientôt 8 ans. Une relation, par exemple, d'amitié, c'est une relation qui est régulière. On est amis en tous les jours. Quelqu'un qui est ami un jour et pas ami le lendemain, comme ça tous les jours de l'année, c'est pas une amie en fait. Vous voyez, j'explique déjà Mm. ça, ce problème de l'irrégularité, parce que ça, pour le coup, déjà, ça, c'est épuisant à subir. Et pour le coup, pour le coup, c'est un red flag, quoi. Quand vous observez que la relation est aussi peu régulière, vous pouvez vous dire, là, il y a un problème, en fait. C'est pas, et de manière très factuelle. Enfin, c'est pas Oui. normal de vivre une relation comme ça. Et quand c'est disproportionné aussi, vous parliez des cadeaux ou du fait d'être vraiment complimenté un jour et traité comme une serpillère le lendemain, c'est vraiment très disproportionné dans les deux cas, parce que ça peut arriver dans une amitié qu'il y ait des disputes, qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet, etc. Ça, pas de problème. Par contre, quelqu'un qui vraiment, enfin pas de problème, à vous de juger, je veux dire, mais c'est pas étonnant, quoi. Ça veut pas dire que c'est une relation toxique forcément. Mais par contre, quelqu'un qui vraiment vous met sur un piédestal, mais même vous, vous sentez que c'est un petit peu exagéré, quoi. Mais vraiment, vous êtes la plus belle personne du monde, la meilleure. Enfin, il y a quand même quelque chose d'un peu trop exagéré, qui a des cadeaux, mais des cadeaux qui coûtent des centaines d'euros, alors que c'est une personne que vous connaissez depuis très peu de temps et qui est pas du tout, enfin, c'est pas votre mari, par exemple, ou quelqu'un de très proche qui vous fait un très très beau cadeau, par exemple, je dis n'importe quoi, pour vos 30 ans, pour votre mariage, une occasion particulière. Non, là, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très proche de vous, ou vous connaissez pas depuis longtemps, et qui va vous faire un cadeau qui vaut je ne sais pas combien, ou va vous rendre un énorme service, ou donner de l'argent, ou je ne sais quoi, enfin vraiment de façon disproportionnée. Ça, c'est à vous de le sentir. Ça peut être aussi une façon de vous acheter. Et pareil, une personne qui, quand elle souffle le chaud et le froid, justement, donc va être disproportionnée dans ses cadeaux, dans ses services, etc. Et de l'autre côté, quand elle va être pas d'accord avec vous et vouloir se disputer avec vous, eh bien, elle va le faire d'une manière, mais alors là, vous êtes vraiment, mais enfin, je ne vais pas employer des mots familiers, mais vous êtes encore moins qu'une serpillière, quoi. Alors que quand on se dispute avec quelqu'un, on peut bien ne pas être d'accord,
peut-être qu'on hausse le ton un petit peu ou je ne sais quoi, mais en revanche, on ne met pas la personne plus bas que terre. Là, vous voyez, ça va vraiment être les deux extrêmes. Et donc, ce qui fait que bah, ça doit aussi vous alerter. Vous parliez de la régularité dans une relation. Eh bien, j'ajouterais aussi donc régularité plus bah, que Proportion, la proportion, quoi. Voilà, que ça soit pas. C'est un peu bizarre d'être dans les deux extrêmes. tout le Voilà, mais temps. ça, c'est ce que vous dites, c'est fatigant mentalement et ça devient. Et c'est des personnes qui vous fatiguent physiquement aussi parce qu'elles savent que au bout d'un moment, avec toute l'usure physique et morale que vous aurez, vous serez une victime encore plus docile. Et ouais, c'est ça. Je pense que il y a un repère intéressant, c'est votre niveau d'énergie aussi. Et enfin, ça rejoint complètement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, ben, en fait, à un moment donné, quand une relation vous épuise psychologiquement et physiquement, c'est vraiment quelque C'est un chose problème. d'anormal. Ouais, c'est qu'il y a un Exactement. problème. Une relation saine, c'est une relation qui vous nourrit aussi. Et aussi quand vous avez de la peur ou de l'appréhension par rapport à cette personne. Quand on est dans une relation saine, que ce soit au bureau, que ce soit dans sa famille ou avec des amis, on n'a pas peur de la personne. On n'appréhende pas le moindre coup de fil. On n'appréhende pas la prochaine fois qu'on va se voir. On n'appréhende pas le moindre texto. On peut par exemple, si on parle du travail, allez, avoir un petit peu peur avant d'aller faire de son entretien annuel avec sa chef parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on veut demander une augmentation. Donc bon, on peut avoir du stress, hein, c'est dans toute relation, il peut y avoir des moments un peu plus tendus et ça n'est pas forcément anormal. Par contre, une relation qui est censée être une belle relation, une amitié ou quoi, ou avec votre mari, mais que vous avez peur du moindre, bah, du fait d'être ensemble, en fait, d'être dans la même pièce, de recevoir un appel de cette personne et que vous vous sentez mal, ça n'est vraiment pas normal. Et il y a enfin, je pense, un aspect franchement destructeur à un moment donné. Bon, selon encore une fois le type de relation, mais typiquement, si on est sur un profil pervers narcissique, on va vraiment être sur quelqu'un qui va essayer à un moment donné de vous détruire, mais littéralement. Et ça va se traduire par différents aspects, notamment un qui va être celui de vous isoler. Et donc ça, c'est quelqu'un qui va être capable de vous isoler, donc qui va être capable de critiquer, commencer par critiquer votre entourage, donc critiquer vos amis, critiquer même votre mari avec des phrases du type ah non mais cette amie, vous savez, je pense qu'elle est vraiment jalouse de vous. Ou alors je m'inquiète quand même pour votre couple, hein. J'ai remarqué que votre mari ci ou ça. Ou alors c'est quelqu'un qui peut carrément vous critiquer vos valeurs en fait. C'est quelqu'un qui va essayer de vous détacher de tout ce qui fait de tout ce qui vous rend solide dans la vie, de tout ce qui vous ancre dans quelque chose et qui vous donne un terreau que la personne en face n'a pas. Encore une fois, souvent, ces personnes toxiques sont vraiment inconsistantes, n'ont elles-mêmes pas de socle de valeur très solide, et donc elles vont tout faire pour vous détacher des vôtres. Et par exemple, moi je sais qu'en matière de valeurs, quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé et qui était franchement toxique m'a une fois déclaré comme ça, sachant que je suis chrétienne, mais de but en blanc. Et au cours d'un repas au restaurant, elle me dit comme ça, mais vous y croyez vraiment, vous, à ces conneries de résurrection? Je suis désolée pour le mot vulgaire, hein, mais elle savait très bien que j'étais chrétienne. Et c'est bizarre parce que moi, j'en avais même pas parlé, en fait. Je ne sais plus sur quoi elle s'en était doutée. Je sais plus du tout. Mais elle s'était permis de me jeter cette phrase. Et ça n'avait, quand j'y ai repensé après, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'autre but. En fait, peu lui importe que je sois chrétienne ou pas. Le but, c'était simplement de me déstabiliser dans quelque chose qui est fondateur, en fait, de ma personnalité. Et ça, c'est vraiment encore une fois, des repères qu'il faut avoir. C'est quand vous sentez que la personne veut vous détacher de tout ce qui fait votre socle, votre solidité dans la vie, que ce soit vos liens familiaux, amicaux, valeurs. Ça, c'est vraiment un red flag qu'il faut identifier et du coup vous détacher. C'est pas normal. Quelqu'un qui vous veut du bien, il cherche pas à vous séparer de ce qui vous fait du bien dans la vie et de ce qui vous fait que vous êtes solide, en fait. Mais par contre, Et attention parce que ça peut se faire d'une manière très subtile et toujours, enfin en tout cas moi d'après mon expérience personnelle, c'est vraiment pour votre bien. C'est-à-dire tel collègue, ouais mais quand même, t'as vu, c'est peut-être dangereux de traîner avec elle, regarde le mal qu'elle peut te faire. En fait, la personne toxique, c'est elle qui est toxique et que veut vous détruire, mais elle vous fait croire que c'est tous les autres de votre vie voilà. ou toutes vos valeurs qui veulent vous détruire. Donc faites attention parce que c'est là que c'est assez subtil hein, sur les personnes toxiques, parce que vous pouvez avoir une vraie amie
qui n'est pas toxique et qui vous dit attention, telle personne peut être dangereuse, attention, allez à tel endroit, à telle heure, prendre le métro ou je ne sais quoi, fais attention, etc. Enfin, il y a des gens qui veulent évidemment vraiment votre bien et qui vous préviennent en toute objectivité. Donc c'est pour ça que je dis, si vous prenez juste un élément de ce qu'on a dit comme red flag, ça va pas forcément être très parlant. C'est plutôt une accumulation quand même. Mais par contre, il y en a effectivement qui vont vous donner ces pseudo-conseils ou voilà, soi-disant pour vous protéger, pour que vous fassiez attention, etc. Mais en fait, c'est pour vous éloigner de tout. Et en fait, ça, en général, on le sent. Quand la personne, elle est préoccupée, mais pour des choses. Moi, je me souviens, je sais plus, je crois que j'étais partie à un mariage avec des collègues, enfin un truc hyper sage. Et puis, de toute façon, avec mon tempérament, je ne bois pas, rien. Enfin, vraiment, mais il y avait tellement aucun risque de mauvais comportement de ma part et aucun risque que je me fasse. Enfin, aucun risque, non, il n'y a pas de risque zéro dans la vie, mais bon, voilà, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'était vraiment pas quelque chose de bizarre. Enfin, voilà, un mariage, bon. Et je me souviens que la personne, sous couvert de ma sécurité, sous couvert de je ne sais pas quoi, en fait, j'avais passé un très mauvais moment à ce mariage parce que je me faisais harceler par message ou quoi pour mais t'aurais jamais dû aller, mais je m'inquiète pour toi, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer, Mm. etc., etc. Et on a l'impression que c'est pour notre bien, alors que, mais moi, je sentais bien que c'était disproportionné, mais d'un côté, je savais que la personne, elle disait ça pour mon bien, enfin, je pensais que la personne disait ça pour mon bien, que la personne s'inquiétait vraiment. Donc, finalement, je me suis pliée à ses exigences plutôt que de dire, écoute, là, il n'y a aucun risque pour moi. Enfin, après, le problème aussi, c'est que dans la vie, il n'y a jamais zéro risque. Donc, quand la personne toxique, elle essaye de vous faire miroiter des choses comme ça, bon, voilà, vous pouvez culpabiliser en disant, bah, c'est vrai, en soi, il pourrait m'arriver quelque chose. Même si je prends un taxi, c'est peut-être le chauffeur de taxi qui va m'agresser. Enfin, vous voyez, je pense que quand on a toutes ces pensées en tête, on peut se dire, bah oui, quand même. Il y aura toujours une part de vérité chez cette personne-là. Elle ne dit pas non plus des choses complètement absurdes. Mais en tout cas, au fond de vous, en général, vous allez le sentir si c'est complètement Ouais. hors de propos, quoi. Et puis, je pense que, encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans un faisceau d'indices. C'est pas juste une fois une chose. C'est toujours Voilà. un faisceau d'indices qui se rassemblent. Et justement, en parlant de vouloir le bien, de vouloir votre bien, c'est une personne qui, à terme, peut carrément vous psychiatriser. C'est-à-dire, évaluer du haut de son profil psychologique, n'est-ce pas, très fin, évaluer votre état de santé mentale. Et à un moment donné où vous êtes particulièrement fatigué, usé dans la relation, c'est quelqu'un qui peut, et c'est vraiment dangereux, parce que je pense qu'au niveau des couples notamment, ça peut parfaitement être l'un des deux qui envoie l'autre faire un séjour en hôpital psychiatrique. Enfin, c'est des choses qui se voient, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas des choses qui n'existent pas. On parle vraiment de choses réelles. Et même de manière à moindre échelle, c'est quelqu'un qui peut vous psychiatriser en vous disant, écoutez, je vous sens fragile. Il faut vous faire soigner. Je m'inquiète pour vous. En sachant très bien qu'elle a passé des semaines avant à vous mettre bactère, à vous vider de votre énergie, à vous épuiser, à Hmm. vous critiquer. Et au moment où vous êtes à terre, elle vous fait comprendre qu'en fait, c'est vous qui êtes fragile et c'est vous que vous avez besoin de vous faire soigner. Donc en plus, vous voyez, elle glisse une espèce de notion de C'est care, quoi. l'inversement. Ouais, c'est Ah, vraiment complètement. les inversions tout le temps et puis vous rendre folle en fait. Quand vous sentez avec quelqu'un, en fait, tous ces éléments-là qu'on a dit, le chaud, le froid, être sur un piédestal, être plus bas que terre, vous mentir, vous faire douter, sous couvert de faire le bien pour vous ou de vous protéger, vous éloigner de tout le monde, etc. De toute façon, toutes ces choses-là, en général, quand on est en relation avec une personne toxique, quel que soit le domaine, le contexte, en général, en fait, on devient fou. On a l'impression de plus savoir ce qu'on veut, de ne plus savoir qui on est, d'avoir envie de se taper la tête contre un mur. C'est pour ça qu'il y a des personnes aussi, ça peut les pousser à la dépression ou au suicide, malheureusement. Mais parce que justement, on devient mais complètement fou, en fait. On n'a plus de repères, on n'a plus rien, et ça n'aide pas. Alors, je pense que là, on a déjà à peu près dit les signaux d'alarme, on va dire, donc ce qu'on appelle les red flags, qui nous ont paru peut-être les plus importants. D'ailleurs, ça peut être intéressant si vous avez vécu des relations avec des personnes toxiques. N'hésitez pas, vous aussi, à ajouter en commentaire vos red flags à vous, s'il y en a qu'on n'a pas mentionné, les signaux d'alarme, les choses que vous n'avez pas vues ou que vous avez vues plus tard, ou au contraire que vous avez vues à temps. Et dans ces cas-là, tant mieux pour vous. Mais je pense que là, on a fait le tour et donc on va passer à la deuxième partie de ce podcast qui va plus être la partie, entre guillemets, prévention. Ça va être un petit peu d'essayer de détecter
quels sont les profils types qui deviennent victimes des personnes toxiques. Comme ça, si vous vous reconnaissez un peu dans ce descriptif, au moins vous saurez que voilà, il faut apprendre à mettre des limites, etc. Et puis sinon, c'est aussi pour vous aider par rapport à vos enfants, éventuellement, ou si vous avez des personnes à votre charge, ou même ça peut être des amis hein, de votre âge, mais les aider, si vous sentez qu'elles ont ce profil, les aider à sortir justement de relations toxiques. Alors, je ne sais pas enfin, ce que vous vouliez dire en premier par rapport au profil type de victime de personnes toxiques. En fait, je pense qu'on peut déjà rappeler que la personne, le profil type victime, on va dire, c'est déjà quelqu'un qui a un niveau d'empathie assez élevé. C'est-à-dire une aptitude à se mettre à la place des autres, vraiment le souhait de ne pas blesser les autres, de prendre soin d'eux, et surtout qui se donne une ligne de conduite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne frappera, entre guillemets, jamais plus haut que l'autre, parce qu'elle se mettra jamais au niveau de l'agressivité, en fait, de la personne toxique, parce qu'elle ressent, comment dire, elle ressent trop fort le mal qu'elle pourrait commettre chez l'autre, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de commun à toutes les victimes de personnes toxiques. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des personnes à qui on va facilement donner des conseils non sollicités, y compris sur des sujets de fond, voire intimes, comme l'éducation de leurs enfants, leurs convictions religieuses. Enfin, on va oser leur émettre des jugements en fait sur leur vie, sur leurs convictions, enfin, sur des choses plutôt intimes. Des commentaires qu'on ne fera pas forcément à des personnes beaucoup plus indépendantes et peut-être un peu moins empathiques, qui ont un plus grand détachement par rapport au regard des autres, par exemple, aussi. Donc C'est vrai que moi, ça, voilà. j'ai remarqué, moi, récemment, que moi, j'avais une personne, enfin bref, par rapport à une personne toxique, que quand on commence à mettre des limites et en tout cas à montrer une certaine distance et un certain détachement par rapport à la personne, à ses actions, à ses paroles, à ses jugements, etc. Et bien qu'en fait, la personne, en général, elle sent assez vite qu'elle n'a plus de prise, alors j'ai pas dit d'emprise, hein, qu'elle n'a plus de prise sur vous. Ça peut être vraiment une emprise, mais ça peut être juste aussi le fait que la personne, elle sent que en fait, même si elle vous dit des choses pour profiter de votre empathie, de votre gentillesse, etc., en fait, elle sent qu'elle a plus de prise sur vous et elle le sent assez rapidement et elle n'osera pas forcément dire et faire les mêmes choses, enfin, notamment ce que vous avez mentionné, hein, les conseils non sollicités ou alors le fait de, voilà, d'aller trop loin. Dans certaines attitudes par rapport à vous, et bien quand on met des limites, en général, la personne, elle le sent et elle n'ose pas aller plus loin. Ouais. Et c'est une conclusion que j'ai tirée en me demandant, à un moment donné de ma vie où j'étais vraiment dans une relation très toxique, je regardais autour de moi les gens qui ne subissaient pas ce type de relation et ce type d'abus de la part de la personne. Et effectivement, je constatais que c'était des personnes beaucoup plus détachées et beaucoup moins dans la relation affective et enfin, elles avaient vraiment cette capacité à prendre de la distance avec la personne. Du coup, il n'y avait pas cette audace, en fait, de la part de l'autre. Puis nous, on peut Et se faire culpabiliser très vite aussi. Alors si on montre ouais, à la personne qu'en fait ça nous fait rien, ce qu'elle dit, et qu'elle peut bien nous juger comme elle veut, bon, peu importe, eh bien la personne n'aura plus de prise sur nous. Mais c'est vrai qu'en général, on a des caractères. Enfin, les personnes qui sont facilement victimes des profils toxiques ont en général des caractères assez qui culpabilisent facilement, qui se remettent en question, beaucoup trop en question, etc., qui vont se remettre en question plutôt que de remettre en question l'autre. Et ça peut être ouais. des belles qualités en soi, mais quand c'est trop loin, il faut apprendre aussi à ne pas être trop gentil, justement. Et autre caractéristique, je dirais, de ces profils qui ont tendance à attirer les personnes toxiques, ce sont des gens qui ont un socle de valeurs fortes. Et ça peut sembler Contradictoire. contradictoire avec ce qu'on vient de dire, mais en fait, ce sont des gens qui vivent vraiment des valeurs très fortes et ce que ne fait pas du tout la personne toxique en face, qui elle, en général, encore une fois, tout à l'heure, on parlait d'inconsistance, est beaucoup plus légère en fait par rapport à d'éventuelles valeurs, enfin, peu importe. Et donc les valeurs, ça peut être des valeurs religieuses, des valeurs humaines. Ils savent qu'en fait, on a des freins auxquels on se tiendra.
Et surtout, ça leur fait des sujets pour nous attaquer et nous blesser, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, je parlais de l'exemple de la religion. Ils savent que quand il y a des choses qui vraiment nous sont chevillées au corps, que ce soit même une relation d'amitié, enfin, je sais pas, quelque chose encore une fois qui vraiment guide un peu notre vie et fait que on a une ligne de conduite, eh ben, ça leur fait des prises, justement, des sujets pour nous blesser sur quelque chose, en fait. Et ça, ils l'identifient assez vite. C'est pour ça qu'au début, il y a cette phase d'interrogatoire, de questions, ils s'intéressent à vous, parce que ça leur permet d'identifier ces choses qui font partie de vous et qui font que vous êtes debout dans la vie, en fait. Hmm. Il y a aussi le sens de l'engagement. En général, ces personnes victimes sont des gens qui ont un très fort sens de l'engagement dans leurs amitiés, qui ont une forte conscience professionnelle aussi dans leur travail, qui sont capables d'énormément se démener pour leur activité professionnelle. C'est pas, voilà, si le travail n'est pas terminé à 18h, ils quitteront plutôt le bureau à 20h pour être sûr d'être allés au bout de ce qu'ils pourront, quoi. Donc il y a un très fort sens de l'engagement qui est là. Et ça, la personne toxique, en général, le détecte assez bien parce que ça va lui être utile. L'engagement de cette personne, c'est quelque chose qui peut forcément être utile. Oui, parce qu'elle sait en plus que par exemple, enfin moi je sais que je l'ai vécu par exemple dans une amitié, enfin amitié avec des guillemets, mais la personne en fait m'a tellement fait croire que donc que c'était elle la victime, que personne ne l'aimait, etc., que j'étais la seule à la comprendre, la seule à pouvoir être là pour elle, etc., que bon au bout de quelques années malheureusement, enfin c'était il y a longtemps maintenant, mais au bout de quelques années, quand enfin vraiment j'étais dans un tel état psychologique, physique, etc., que j'avais enfin compris que c'était une relation toxique. Et ben, j'ai eu beaucoup de mal à mettre cette personne en dehors de ma vie parce que justement, j'avais cet engagement et je me disais, mais j'étais la seule à la comprendre. Vous voyez, même après avoir identifié que c'était une personne toxique, j'étais encore en train de culpabiliser et de me dire, bah non, je me suis engagée dans cette amitié, je lui avais promis que je la lâcherais jamais, etc. Eh bien, ce sens de l'engagement a servi la personne toxique à mes dépens, quoi. Et puis, il y a ce souhait de ne pas, on veut pas assumer une rupture non plus. Je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être responsable d'avoir blessé la personne ou de lui enlever un ami. Il y a quelque chose, on se sent responsable de la relation, en fait. Euh, Et par ailleurs, je pense qu'il y a ce syndrome du sauveur, en fait. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Chez beaucoup de personnes qui se laissent un peu dominer par ces personnes toxiques, c'est-à-dire, bah, ça revient un peu quand même à l'empathie, mais souvent on a une grande générosité dans les relations qu'on a avec les autres. On a cet élan, cette envie de vouloir les protéger, les aider à se sentir mieux, les consoler. Il y a vraiment quelque chose qui relève de peut-être de l'infirmière, je sais pas, mais je pense que c'est assez commun quand même aux personnes qui se laissent un peu dominer, et même au prix de notre énergie et de notre confort, quoi. On accepte énormément par tendresse en fait, par tendresse pour l'autre, par envie de prendre soin de l'autre. Et je pense qu'il y a Et aussi certainement une faille affective chez les victimes, du coup, qui fait que tout ce qu'on a dit au début là sur les red flags, sur le fait que c'est des personnes qui un peu vont nous mettre sur un piédestal, vont montrer qu'on est la seule personne qui vraiment les comprenne, la seule personne à qui ils font vraiment confiance, etc. Enfin, le profil toxique va vraiment mettre sa victime dans une position de tu es unique. Il n'y a que toi, etc. Et comme en plus, si c'est un petit peu mêlé à cette l'empathie, la générosité, le syndrome du sauveur, de l'infirmière, etc., tout ce que vous venez de dire, eh bien, en fait, on se sent spécial, en fait. Il y a ça aussi ouais, qui fait que ouais, parfois, voilà, si on a un peu une faille affective ou mine de rien, en fait, on se sent quand même aimé. Et c'est horrible à dire parce que beaucoup de personnes de l'extérieur ne le comprennent pas en disant, mais attends, la personne, elle te rendait folle, elle t'a épuisé, elle t'a traité comme une serpillière, voire parfois elle te battait physiquement, elle t'insultait ou, enfin oui, ça peut aller très 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 loin. Mais comme il y a des phases où la personne toxique, elle vous laisse récupérer parce qu'elle veut pas vous perdre, donc elle vous ouais. redonne de l'amour, elle vous redonne des cadeaux, elle vous refait sentir spécial, etc. Et ben finalement, on va avoir du mal à partir de la relation. Mais je le précise parce que ça peut être une faille chez beaucoup de femmes ce besoin de se sentir aimée, de se sentir admirée, de se sentir unique, de dire bah oui, je suis la seule qui va réussir à faire ci, à faire ça. Et donc, on tombe dans les pièges à cause de ça aussi.
Et c'est pour ça qu'on pourra parler justement de levier dans l'éducation, parce qu'en réalité, comme je disais au début du podcast, souvent tout ça, ça repose sur des habitudes relationnelles qu'on a prises très jeunes. Hmm. Et du coup, ça vaut vraiment la peine d'identifier la manière de prémunir nos enfants contre ce type de relation, parce qu'en réalité, ça n'arrive, comment dire, ça repose sur quelque chose de très précoce dans la vie en fait. C'est pas du Ouais. tout, ça s'improvise pas. Enfin voilà. Ça Et par n'arrive pas, ailleurs, ça n'arrive pas par hasard, ni, enfin, non. c'est toujours les mêmes profils. Donc, restez vraiment bien jusqu'au bout parce que juste après, là, on finit sur le profil type de la victime et juste après, on vous donnera vraiment les conseils concrets et spécifiques pour l'éducation des enfants par rapport à ça. Voilà. Et pour finir, d'ailleurs, je dirais en fait que dans le profil de la victime, en fait, on représente forcément quelque chose, soit qui va pouvoir leur être utile, soit qu'ils vont prendre plaisir à détruire. Faut pas s'imaginer que la victime d'une personne toxique, c'est une personne fade, faible, sans consistance. Au contraire, c'est une personnalité en fait assez riche, qui présente plein d'aspérités en fait, parce que c'est une personnalité qui a plein comment dire, qui repose sur un terreau solide, comme on le disait, avec des belles valeurs, avec des capacités. Et en l'occurrence, quand je dis on représente quelque chose qui va pouvoir leur être utile, ça peut être une force de travail, par exemple, dans le cadre professionnel, un vrai dévouement, un niveau de diplôme, par exemple, qu'ils n'ont pas forcément, un capital sympathie. Moi, je sais que je pense qu'il y avait un peu de ça dans la relation qui m'unissait à la personne toxique avec qui j'ai travaillé, un capital sympathie que eux n'ont pas forcément et qui va être utile, par exemple, si on est amené à développer des relations commerciales, des qualités d'expression, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, en fait. Ils vont voir chez nous des choses très pragmatiques qui vont pouvoir leur être utiles, en fait, techniquement. Vous pouvez, enfin, les personnes toxiques n'ont pas de relations inutiles. Il faut vraiment voir ça comme ça. Mais Et pareil. n'oublions pas non plus qu'il y a aussi des personnes toxiques qui font ça enfin, quand c'est vraiment des pervers narcissiques haut niveau, entre guillemets, il y en a aussi qui font ça vraiment pour le plaisir de vous détruire. Et en fait, comme vous le disiez, si on était vraiment, enfin, si ces victimes étaient vraiment uniquement des personnes faibles, inintéressantes, vraiment, enfin, voilà, pas très évoluées ou j'en sais rien, en fait, pour les pervers narcissiques, ça serait pas du tout intéressant, en fait, de détruire des profils qui se détruisent déjà par eux-mêmes, presque, en fait. Donc eux, ils ont tout intérêt à prendre des victimes qui soient intéressantes, entre guillemets, pour eux, qui représentent un vrai défi, quoi, qui soient intéressantes à détruire et que ça soit pas juste... Sinon, c'est trop facile pour eux, entre guillemets. Ouais, exactement. Il faut qu'ils puissent se nourrir de quelque chose. Il y a un côté un peu vampire. Ça fait peut-être un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais ce sont vraiment des gens qui ont besoin de se nourrir de quelque chose qui fait partie de vous. Ah bah, Et justement, qui se nourrissent aussi de votre souffrance, de votre état voilà. lamentable, etc., hein. Enfin, lamentable une fois que vous êtes sous leur emprise, quoi. Et dans les choses qu'ils vont prendre plaisir à détruire, justement, on parlait, par exemple, comment dire, chez la victime, ça peut être quelqu'un qui a des vraies amitiés, qui a un beau mariage, qui a une joie de vivre, une certaine chaleur humaine. Et ben ça, ce sont des paramètres que la personne toxique va vraiment prendre plaisir à détruire. C'est quelque chose, en fait, faut vraiment se dire que souvent, ce sont des gens qui eux-mêmes sont assez vides dans leur fort intérieur. Je pense qu'ils n'ont pas tellement de joie de vivre. Enfin, je leur cherche pas d'excuses, hein, mais moi, tous les gens que j'ai croisés qui avaient un peu ce profil-là, je vois que ce sont des gens vraiment vides et qui ont besoin de détruire ce qu'ils envient quelque part chez les autres, en fait, hein. Mm. C'est pour ça que ça peut être vraiment à toutes sortes d'échelles. Et déjà, même vous voyez, on n'est pas forcément sur des gros profils de psychopathes ou sociopathes, mais ça peut être simplement, même vous voyez, chez les enfants, et ben, une petite fille qui va manquer de confiance en elle ou qui va avoir du mal à se faire des amis, et ben, elle peut envier la joie de vivre de l'autre petite fille de la classe qui est assez solaire, qui s'est fait facilement des copines. Et puis, ben, du coup, essayer de détruire ça, en cassant du sucre sur son dos, en disant des choses méchantes sur elle, en la critiquant dès qu'elle le peut. C'est une relation qui est encore très enfantine, mais l'air de rien, ben, ça repose sur un mal-être
chez la personne, chez la petite fille qui malheureusement est déjà dans quelque chose de toxique, quoi. C'est pas non Mm. plus une sociopathe et puis on lui souhaite, si elle en est là, de d'évoluer autrement, mais vous voyez, on est déjà dans quelque chose d'identifiable, quoi, hein, même à ce niveau-là. Exactement. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs à ajouter une fois de plus en commentaire ce que les failles un petit peu peut-être que vous identifiez généralement chez les victimes, si ça vous est déjà arrivé. Je pense que ça pourra aider d'autres personnes de se rendre compte, ah oui, c'est vrai, moi je suis un peu comme ci, un peu comme ça, il faut que je fasse attention, etc. Donc n'hésitez pas à ajouter tous vos conseils ou tous vos retours d'expérience en commentaire. Et puis bah, peut-être qu'on peut passer à la partie sur vraiment l'éducation et bah, comment faire un peu pour prémunir nos enfants de comportements toxiques et de devenir des victimes plus tard. Ouais. Déjà, je pense que quand on est parent, et bon, après, j'imagine que c'est aussi envisageable dans toutes les relations qu'on a avec des enfants, qu'on soit oncle et tante, marraine, institutrice, peu importe, je pense que ça vaut le coup quand même, parce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui quand même, les relations toxiques. On parle énormément de harcèlement scolaire à l'école, donc déjà, dans la petite enfance, on devrait pouvoir contribuer à travailler là-dessus. Et je pense que la première chose, c'est peut-être d'identifier le tempérament des enfants dont on a la charge. Parce que assez tôt, globalement assez tôt, on arrive à voir dans la manière dont il vit une relation, si il est plutôt du genre à accepter beaucoup de choses, à subir beaucoup de choses, ou au contraire à essayer de dominer les autres. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut identifier et pour ne pas laisser s'installer des ascendants, par exemple, dans la fratrie. Ce qui pourrait être pratique ou facile, hein, d'office, partir du principe que la petite sœur, ben, elle est gentille, elle est douce, donc c'est ok, elle supporte, elle subit, et puis pendant ce temps-là, l'aîné nous fout la paix. En fait, non, il faut bien, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur ben, quel est le tempérament de mes enfants et qu'est-ce qui se passe au niveau des relations dans la fratrie pour éviter qu'il y ait des habitudes toxiques qui déjà se prennent tout petits comme ça. Ensuite, moi, je dirais, il faut habituer les enfants, à mon avis, à refuser des situations qui les mettent mal à l'aise et apprendre à dire non sur des petites choses. Ça peut être des gestes d'adultes, par exemple, moi j'en parle souvent, mais ou de copains, c'est-à-dire ne pas systématiquement contraindre les enfants et peut-être particulièrement les petites filles à recevoir des bisous et des câlins alors qu'elles n'en ont aucune envie. Ça, pour moi, ça part déjà de quelque chose de très basique, mais pour moi, il faut que les enfants sachent dire non sur des toutes petites choses parce que sinon, je vois pas comment ils apprendront à dire non sur des choses plus graves ou plus grosses, quoi. Quand on dit apprendre à dire non, c'est pas apprendre à faire des caprices, hein, parce que souvent on dit les enfants ils ont leur Non! phase où ils disent non, ils refusent tout. C'est pas dire non aux parents, mais c'est plus, enfin dans l'éducation. Mais voilà, ça doit être des enfants obéissants bien sûr, mais comme vous dites, apprendre à mettre des limites et à refuser les comportements qui les mettent vraiment mal à l'aise quand c'est justifié. Après, quand on est parent, on sait quand même identifier quand c'est un caprice ou quand c'est vraiment quelque chose voilà, qui les met mal à l'aise et qui n'est pas du tout obligatoire. Donc autant les encourager à mettre des limites saines. Et c'est pour ça s'apprend quand on est petit, parce que enfin, comment dire, c'est là qu'on apprend à aiguiser, enfin qu'ils puissent, enfin on les guide, disons, mais après eux, ils pourront aiguiser leur propre jugement et savoir identifier rapidement quelque chose qui est toxique ou qui ne leur plaît pas en tout cas, et savoir mettre des limites, quoi. Et donc, exactement. Oui, merci d'avoir effectivement précisé ça. Et je pense aussi ce qui est vraiment important, c'est l'idée à identifier ce qui n'est pas acceptable dans des situations factuelles, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être avec des amis à l'école. Par exemple, moi je sais que ma fille est rentrée quand même de l'école quelques fois en étant perplexe sur l'attitude d'une copine, d'une camarade, ou en étant ou en étant mal à l'aise par rapport à quelque chose qui s'était passé à l'école. Et du coup, il faut surtout pas balayer ces choses-là en disant oh t'inquiète pas, c'est pas grave. Surtout, surtout, surtout. Moi, les réponses du type c'est pas grave, ça va passer, on verra demain, ça c'est pas possible. C'est vraiment pas que ce soit au sein de la fratrie ou à l'école. Je pense qu'il faut prendre le temps de parler du malaise qui a été ressenti par l'enfant. Effectivement, si on voit que c'était vraiment un malaise injustifié, on peut le dire à l'enfant, mais si on voit que c'était inacceptable,
Moi, je sais que je prends le temps de dire à ma fille, écoute, ce comportement que cette petite fille a eu, c'est un comportement qui n'est pas acceptable, qui n'est pas celui d'une amie. Et d'une part, je te demande de ne plus l'accepter et en plus de ne pas le reproduire. Quand on est ami avec quelqu'un, on ne se comporte pas comme ça vis-à-vis de l'ami, en fait, de la copine. Donc ça, c'est vraiment prendre le temps d'écouter leurs perceptions, de les légitimer. Ah, Et et vous m'aviez aussi raconté, si je puis me permettre, parce que je pense oui, que bien ça peut être sûr, utile, vous m'aviez raconté aussi que suite au mauvais comportement de la fille, au harcèlement, etc., mais que c'était une fille qui après était venue lui proposer, je crois, des bonbons, ou enfin qui avait voulu avoir, des voilà, dessins, qui avait voulu exactement. être gentille, et vous aviez expliqué à votre fille, en fait, tu n'as pas à accepter un cadeau ou une gentillesse d'une personne qui, juste avant ou pendant, je dis n'importe quoi, toute la semaine, elle te traite mal, elle est méchante et le vendredi soir, elle t'offre un dessin ou un petit cadeau, et ben en fait, il faut que tu refuses. Enfin, je crois que c'était un Exact, petit peu ouais. quelque chose comme ça. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu une, désolée, hein. Non, pas de Je souci. me suis pas, non, non, ça suffit. C'est vrai qu'il y a eu une période où ma fille a dû vraiment faire ses armes, justement, en matière de relations. Elle n'est pas vieille, hein, pourtant, je vous dis, elle va avoir 8 ans. Mais en fait, c'est déjà ce sont déjà des âges où sur un groupe classe, eh ben, vous voyez des attitudes qui sont, eh ben, déjà pas forcément saines, en fait, de la part de certains enfants. Alors, encore une fois, ils sont très jeunes. Mais forcément, ça correspond. Ce que j'observe, c'est que souvent, d'ailleurs, ce sont des enfants qui sont des derniers de fratrie, ou qui sont assez, vous voyez, qui sont certainement pas le centre du monde. Ça, c'est clair dans leur famille, vous voyez. Je vois souvent des enfants qui sont en quête d'attention, d'affection. Mais du coup, ils en deviennent toxiques parfois pour les autres à l'école. Et c'est vrai que j'avais fait ça. J'avais dit à ma fille, écoute, vu qu'il y avait eu des attitudes de manière répétée, hein, vraiment désagréables, du type, alors là, il y avait même eu une claque à un moment donné. Il y avait eu, la petite fille avait mis du citron dans le poisson de ma fille à l'école, sachant qu'en plus ma fille a des allergies à certains fruits. Et qu'en plus lui mettre un agrume dans sa nourriture, c'était sûr qu'elle n'allait pas finir son assiette. Enfin, il y avait des choses de manière très répétitive comme ça, un petit peu tous les jours. Et c'est vrai que cette petite fille, à un moment donné, quand elle voyait que ma fille se prenait un peu des distances, elle venait lui donner un dessin ou lui dire on est copines. Et là, j'avais dû expliquer à ma fille, tu vois, ça, c'est hors de question, on n'accepte pas un dessin. Après, la maîtresse était intervenue, ça s'était réglé, on en avait parlé. Mais vous voyez, il y a aucun moment, au début, vous voyez, vous attendez que les choses soient répétitives parce que le but, c'est pas non plus de faire de votre fille une victime et de lui dire, ah ma pauvre, tout de suite. C'est pas non plus l'objectif. Mais quand vous voyez que des choses se répètent et s'installent, là, je veux dire qu'il y a tout intérêt à déjà mettre le haut là auprès de l'école et puis en plus apprendre à votre enfant, en fait, tu vois, cette attitude-là, c'est vraiment des choses auxquelles tu dois faire attention et ne plus les accepter. Quand tu vois que c'est comme... Et vous voyez, moi, c'est des petites choses que j'ai déjà mises en place il y a pas mal de temps et elle a déjà pris beaucoup de hauteur et de distance par rapport aux relations. Et aujourd'hui, elle a un âge où elle est capable de me dire, tu sais, maman, cette petite fille, je la sens pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à lui faire confiance, je vois que elle me critique souvent et je lui dis, bah écoute, t'as raison de pas lui faire confiance. Si elle te critique souvent, si tu sens que quelque chose te met mal à l'aise, tu peux laisser. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Du moment qu'on est poli et respectueux. Euh, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut être à l'écoute et surtout ne pas évacuer d'un revers de main ce qui peut être apporté. Ça, pour moi, c'est hyper important. Chut. Exactement. C'est à la fois ne pas transformer nos enfants en victimes perpétuelles et c'est vraiment mais ne pas non plus évacuer d'un revers de la main en disant que rien n'est grave, etc. Enfin voilà, c'est toujours trouver le juste milieu comme d'habitude entre ces deux choses-là et que l'enfant sente qu'il a quand même notre soutien et que s'il y a des choses pas normales, bah, qu'on est capable de les aider à les identifier. Ouais, c'est ça. Et vous voyez déjà, on parlait tout à l'heure de cet aspect de chaud et froid. C'est déjà des choses qu'on observe. Bah, vous voyez, on parle de la petite fille qui un jour est vraiment détestable et le lendemain offre un dessin. On est déjà là-dedans, en fait. Et c'est pour Mm. ça que c'est intéressant, en fait, de surtout, pour moi, enfin, je sais pas, hein, vous, quel a été votre vécu enfant, mais moi, je sais que
Je pense que j'avais des parents qui étaient pas forcément. Enfin, je ressentais, comment dire, j'avais pas cet élan de me confier non plus enfant sur ce qui pouvait se passer à l'école ou des choses comme ça auprès de mes parents. Du coup, j'ai jamais eu ces petits outils qui auraient peut-être pu m'aider à appréhender les choses autrement plus tôt dans ma vie. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de donner la place à ces choses-là quand les enfants sont encore très jeunes. Parce qu'on est déjà sur des mécanismes qui perdurent à l'âge adulte, hein, qui existent. Enfin, c'est exactement les mêmes mécanismes chez les petits, hein. Ça peut sembler fou, mais le chaud et le froid, le mensonge, l'inconsistance, les critiques, c'est déjà ça, enfant, quoi. C'est ça qui peut sembler fou. C'est pas des choses qui se développent à l'âge adulte, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse. C'est que là, on parle un peu de l'éducation pour que nos enfants ne deviennent pas des profils type de victimes. Mais bien évidemment, on pourrait faire la même chose aussi que nos enfants ne deviennent pas des profils type de personnes toxiques, hein. Exactement. Et d'ailleurs, justement, moi, je pense beaucoup à l'intérêt finalement d'une fratrie, donc d'avoir différents enfants au sein enfin, d'avoir plusieurs enfants. C'est qu'en fait, il y a forcément différents tempéraments, hein, sur une fratrie. Et ben, c'est justement de ne pas laisser, encore une fois, d'ascendant s'installer et de ne pas laisser, comment dire, par exemple, l'aîné, parce que parfois, spontanément, ça pourrait être l'aîné, mais c'est pas forcément toujours l'aîné. Ne pas laisser l'un ou l'autre prendre l'habitude de tout obtenir, en fait, de ses frères et sœurs. Et moi, ça, c'est vrai que je fais aussi attention à ça. Chut. C'est-à-dire que souvent, même, j'ai une aînée qui est très volubile, qui a toujours plein de choses à dire et qui est tout à fait bienveillante et gentille. Mais régulièrement, je dois lui dire, écoute, là, tu occupes beaucoup l'espace sonore. On va laisser un peu de place à tes frères et sœurs. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et surtout quand je vois qu'elle veut faire un petit peu preuve d'autorité pour inciter sa sœur à jouer à tel jeu, alors que sa sœur n'en a pas du tout envie. Parfois, je lui dis, écoute, tu vois bien qu'elle n'en a pas du tout envie, ne la force pas, elle a le droit de ne pas vouloir jouer à ce jeu. Essayez de trouver autre chose. Ça peut sembler vraiment comment dire, de la minutie, un travail de fourmi et quelque chose de complètement insignifiant dit comme ça. Mais pour avoir moi-même vécu une vie de famille nombreuse en tant qu'enfant, je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Aujourd'hui, à l'âge adulte, j'identifie parfaitement en fait ce qui a pu moi m'habituer à accepter des choses que je n'aurais pas dû accepter dans ma vie. Et Mm. ça part à la base de petites choses comme ça, aussi futiles, d'apparence comme ça. Vous voyez souvent les parents, d'ailleurs, par fatigue ou par lassitude, vont pas s'arrêter en fait. Ils peuvent avoir cette tendance à se dire, ah, on verra demain, ça va s'arranger. Laisse-la faire, laisse-la faire. Vous voyez, moi, laisse-la faire, c'est une phrase que je ne dis jamais à mes enfants. Parce qu'en fait, on installe des habitudes et on habitue certains à tout obtenir et les autres à accepter l'inacceptable. Et ça, pour moi, il y a vraiment de quoi faire déjà dans la toute petite enfance pour éviter ça, quoi. Exactement. Et essayer de traiter, enfin ça rejoint un tout petit peu ce que vous venez de dire, mais essayer de traiter tout le monde de la même façon dans la fratrie. Enfin, bien sûr, on s'adapte au tempérament, etc. Mais d'avoir un grand sens de la justice. Et comme vous dites, c'est pas parce que ça, je le vois aussi à l'âge adulte, malheureusement, mais des fratries dans lesquelles, comme il y a quelqu'un qui a un caractère un petit peu plus difficile, ou bon, sans aller jusqu'à toxique, hein, mais même si ça peut arriver, mais quelqu'un qui a un caractère, quelqu'un qui a un caractère un petit peu plus difficile, et ben en fait, on va dire aux bonnes pattes à côté, au tempérament un peu plus facile, Un on peu va plus leur souple. dire vraiment ce que vous venez de dire, quoi. Non mais attends, juste on laisse couler pour aujourd'hui, ne dis Mm. rien ou j'en sais rien. Et en fait, ça, comme vous dites, ça instaure aussi cette habitude de dire, bah, c'est la personne toxique qui obtient tout. Et alors, bien sûr, ça peut arriver une fois qu'on dise, attends, laisse couler la phrase de trop ou je ne sais pas quoi. Enfin, on n'est pas obligé de s'arrêter à tout, évidemment. Mais quand c'est répétitif et que c'est toujours les mêmes qu'on va, entre guillemets, protéger, ou alors on va exiger plus de vous parce que vous êtes la bonne patte et que l'autre est un petit peu plus difficile à gérer, et ben ça conforte encore le profil, même si je dis pas que la personne dans la fratrie est forcément toxique, hein, c'est pas ça, mais en tout cas pour la personne à qui on demande toujours
de faire plus d'efforts parce qu'elle est plus gentille, parce qu'elle n'aime pas les conflits, parce qu'on sait qu'elle va être plus docile, etc. En fait, on va renforcer un petit peu on risque en tout cas de renforcer ce profil un peu de victime qui ne met pas de limites et qui est prête à accepter des choses qu'elle ne devrait pas accepter tout simplement. Donc c'est bien dommage. Complètement. Je sais Moi, je pas si trouve vous avez... qu'on Oui, allez-y. j'allais simplement dire, j'abonde complètement dans votre sens, c'est-à-dire, pour moi, on mine le terrain de sa jeunesse, quoi. Enfin, je veux dire, on prépare complètement le terrain, en fait, pour qu'elle soit la victime idéale de personnes abusives. Hmm. C'est sûr et certain. Et Alors je après, pense comme... aussi... Non, non, pardon, allez-y. J'allais juste dire, pardon, que comme d'habitude, c'est quand même une histoire d'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit, enfin, vous voyez, il faut aussi apprendre à être docile dans la vie, il faut aussi apprendre à être obéissante, il faut aussi apprendre à donner sans rien attendre en retour, etc. Donc, Mm, et tout ça, c'est des sujets hyper délicats parce qu'on va pas vous dire votre enfant doit toujours faire ce qu'il veut parce qu'on veut être sûr qu'il ne soit comment dire sous l'emprise de personne. Donc c'est à lui de décider tout ce qu'il veut faire tout le temps. Ou alors de dire non non, faut pas être trop docile et trop gentil. On va éduquer des enfants pour qu'ils soient bien méchants ou qu'ils aient bien du caractère et qu'ils soient insupportables. Comme ça, au moins on est sûr qu'ils n'auront pas un profil de victime. C'est vraiment pas ça. C'est juste petit à petit, aiguiser le jugement, essayer de pas trop faire de distinction entre les frères et sœurs, ou voilà, parce que là on parlait de la famille et de vraiment de l'éducation. Mais voilà, par rapport aux camarades d'école, hein, tous les exemples que vous avez donnés, c'est vraiment une question d'équilibre et de justesse. J'espère que tout ce qu'on a dit ne va pas être mal interprété, mal compris, mais on compte vraiment sur votre bon sens. Mais voilà, c'est vraiment essayer de trouver le juste équilibre, ce qui est toujours le plus difficile en éducation. Mais bon, nous, on vous donne un petit peu des pistes et puis après, vous faites au mieux, évidemment. Et je vous laisse continuer, pardon de vous avoir coupé. oui, non, j'allais dire en sachant qu'en plus, je donnais les exemples, par exemple, de l'école déjà chez les tout petits, mais évidemment, dans la relation, il faut aussi alimenter quand on a une enfant qui est plutôt solaire, qui est plutôt ouverte, il faut pas venir casser ça en lui disant en développant chez elle un sentiment d'hostilité et de défiance par rapport aux autres, c'est vraiment pas l'objectif, mais tout en encourageant son ouverture d'esprit, son envie d'aller vers les autres, eh ben, utiliser les situations, utiliser les faits en fait, les faits qui sont rapportés pour justement en parler. Et moi, je sais qu'au début, quand la fameuse petite fille faisait vraiment des choses qui déjà m'interpellaient, j'étais pas forcément catégorique tout de suite auprès de ma fille. Je disais, écoute, laissons-lui une chance. Ça, effectivement, c'était vraiment pas sympa. Et j'ai regardé un petit peu sur plusieurs jours, vous voyez, j'ai laissé un petit peu de temps. Parce que, encore une fois, ça passe par la répétition. Et à un moment donné, quand vous avez des signaux quand même d'une petite fille qui rentre de l'école en pleurs, qui veut plus y aller, vous voyez, il y a quand même des choses qui peuvent devenir graves, hein. C'est pas normal à 6 ou 7 ans de plus avoir envie d'aller à l'école le matin, par exemple, hein. Hmm. Donc ça déjà, c'est que vous êtes arrivé à un certain stade. Mais avant ça, évidemment, les enfants, enfin, on est sur des petites personnes très jeunes, donc on peut toujours laisser la chance à l'autre, mais quand même, du coup, utiliser les faits parce qu'au moins là, on est objectif. Et moi, je pensais aussi à une dernière chose, peut-être dans la manière de d'aider nos enfants, en fait, à être juste et à faire confiance en leur jugement, dans la manière enfin, voilà, dont ils voient les situations. Et ben, c'est peut-être juste, ça passe peut-être aussi par l'exemple que nous on donne dans notre rapport à la vérité. Et par exemple, même nous en tant que parents, si à un moment donné on a soi-même été disproportionné dans une manière de réagir par rapport à l'un de nos enfants, ou ça peut arriver, hein, ou donner une sanction, je sais pas, qui n'était pas adaptée. Enfin, je sais pas, il y a plein de situations, je pense, dans lesquelles on peut avoir été soi-même un peu injuste. Je pense que ça vaut le coup de revenir vers l'enfant et de savoir lui dire, écoute, là, je pense que enfin, reconnaître qu'à un moment donné, on a été un peu dur à tel moment et que la prochaine fois, on fera autrement. Je pense que ça vaut le coup de temps en temps. Parce que ça peut arriver, hein, que sous l'effet de la fatigue ou la lassitude, en tant que parent, on soit aussi injuste. Eh ben, il faut pas habituer nos enfants, je pense, à accepter non plus de l'injustice tout le temps. Je pense qu'il faut être capable de revenir sur une situation et de dire, tu vois là, j'aurais pas dû faire ça comme ça. La prochaine fois, je ferai autrement. On trouvera une autre solution ensemble. Et puis même dans notre rapport à la vérité, plus globalement, que nos enfants sentent que nous, on a une colonne vertébrale, qu'on vit selon justement un socle de valeurs qui est important et qu'on n'en dévie pas.
Et par exemple, dans les conversations, parce que passé un certain âge, ils écoutent nos conversations hein, et leurs oreilles traînent. Enfin, moi, je vois déjà mon aîné, je fais très attention aux conversations que j'ai en sa présence parce que je sais qu'elle entend tout. Et dans ces cas-là, je pense qu'il y a quand des sujets particuliers sont abordés, je pense qu'il faut qu'elle sente que tout est cohérent, en fait, qu'il y ait vraiment une grande cohérence dans ce qu'on vit, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais je pense que ça contribue à aiguiser leur sens de la vérité, du fait qu'il y a une réalité qui existe bel et bien et à laquelle on peut se référer, que c'est pas du doigt mouillé, quoi, la vie. C'est, voilà un peu ce que j'aurais voulu simplement préciser. Exactement. Et puis juste bah, avant de conclure, ça serait de repréciser hein, ce que vous venez de dire aussi juste avant, mais par rapport au fait d'attendre, de donner une chance, etc. Tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est vraiment un peu les signaux d'alarme, les choses qui doivent alerter. Ça ne veut pas dire qu'on catégorise les personnes tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on les catalogue tout de suite, qu'on va tout de suite les mettre hors de notre vie, etc. Mais c'est simplement des petites choses qui, cumulées, peuvent éventuellement nous ouvrir les yeux. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences ou de vos propres conseils en commentaire. Si vous avez besoin d'aide par rapport à tout ça, le fait d'apprendre à mettre des limites, un peu de vous fortifier contre ces personnes manipulatrices, vous pouvez aussi faire appel à la profileuse qui travaille désormais dans l'équipe Femme à part. Donc Patricia, j'en ai parlé plus tôt sur la chaîne de la collection. Donc si le sujet vous intéresse, elle a vraiment une méthode de travail particulière, 25 ans d'expérience, 15 ans d'études. Enfin, c'est vraiment on a beaucoup de chance qu'elle ait accepté de venir travailler dans l'équipe, de mettre ses compétences, on va dire, au service des femmes et de leur rayonnement. Et elle peut tout à fait vous aider dans ce genre de situation avec des personnes toxiques. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ces services vous intéressent. Au moment où vous écouterez ce podcast, normalement, enfin oui, c'est sûr, ça sera déjà en ligne sur la boutique Femme à part. Donc, vous pourrez aller voir sur la boutique directement toutes les prestations qui sont possibles ou me contacter par mail et pour que je vous donne plus de précisions. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie d'avoir accepté de faire ce podcast et de nous aider à vraiment voir un petit peu identifier tous les red flags, tous les profils types de victimes pour qu'on puisse toutes essayer de s'en prémunir, essayer aussi nous de ne pas devenir des personnes toxiques, évidemment. Et puis, bah, on enregistrera un deuxième épisode encore pour parler de votre expérience plus dans le domaine du travail. Ça aidera peut-être d'autres personnes. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà pour ce podcast du jour. Bah, avec plaisir, hein, je suis ravie de. C'est un sujet, moi, qui m'a tellement travaillé et à un moment donné révoltée, mais à la fois aujourd'hui que je trouve hyper important d'en parler parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens subissent des relations toxiques et en fait, euh, comment dire, préfèrent oublier ou n'osent pas en parler et du coup ça guérit jamais. Et on n'en tire pas vraiment de leçon. Et je trouve que l'intérêt, c'est justement d'en parler pour se rendre compte que, tiens, en fait, c'est toujours les mêmes mécanismes qui produisent à peu près les mêmes effets. Et que une fois qu'on a bien identifié, ben, on est capable de revoir la nature des relations qui font partie de notre vie, quoi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça n'existe plus dans ma vie, quoi, des relations comme ça. C'est terminé. Et puis les gens qui essayent d'utiliser ces mécanismes-là envers moi, parce qu'en fait, on se défait quand même jamais tout à fait de sa personnalité. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des gens à qui on vient facilement donner des conseils dans la vie ou non solliciter là ou critiquer des choses plus ou moins intimes. Enfin voilà, on reste toujours la même personne, mais en fait, une fois qu'on a identifié tous ces mécanismes, on est capable de ne plus les accepter, en fait, de ne plus les subir. Et puis si certaines relations sont trop imprégnées de ça, ben, de stopper les relations tout simplement. Et de mettre des limites saines. Ben, on va rester sur cette belle conclusion. Merci Ouais, encore Marie. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. à bientôt.